Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'hôpital et le discours contemporain de l'humanisation. Instant décisif ou désordre des temps, l'hôpital est l'idée de crise. En même temps que nous portons en nous la crainte d'avoir à y être admis, nous savons que l'hôpital est une citadelle de la santé, un temple des progrès qui font de lui, dans un horizon imprécis, le lieu possible de notre futur et provisoire salut, l'emblème de l'efficacité de la médecine et à travers elle de la puissance moderne du savoir humain. Et pourtant on ne cesse de dire que l'hôpital est en crise. Par une sorte de suprême métonymie, on n'a jamais autant fait usage du vocabulaire de la médecine pour décrire la plus emblématique des institutions où elle s'exerce. Il est vrai que le mot crise a pris une connotation péjorative, qu'à l'origine il n'avait pas du tout. Dans le lexique de la médecine antique, il désignait simplement un moment significatif dans l'évolution de la maladie, un repère essentiel mais intrinsèquement neutre dans le cours des choses, formant selon les cas un bon ou un mauvais signe crisis et parent de crinein, juger, décider. Peut donc être appelé crise ce qui est décisif et ce qui pour cette raison même se prête utilement à l'analyse et à l'interprétation. À cet égard, on peut voir dans la crise tant proclamée de l'hôpital d'aujourd'hui une telle phase décisive dans le cheminement vers la réalisation, par nature jamais achevée, de l'institution hospitalière. Elle est alors une invitation à rechercher, au-delà des symptômes d'un désordre et des signes apparents d'une rupture, une nouvelle pensée de l'hôpital, qui en exprime tout à la fois la permanence et le renouvellement. Mais il peut aussi s'agir d'un moment comme un autre dans le cours de l'histoire de l'hôpital, où se révèlent des insuffisances, des contradictions, des retards, des déceptions par rapport aux attentes, que vient aggraver avec son exigence de perfection et sa revendication d'une illusoire éradication des risques, le choc de la modernité. Cette perspective-là appellerait plutôt une analyse de ce qui ne serait qu'une hésitation dans la marche en avant de l'institution, un aléa auquel il serait encore possible de faire face, une sorte de maladie d'adolescence de la médecine triomphante de demain, déjà partiellement réalisée malgré ses imperfections présentes. C'est plutôt cette hypothèse que semble accréditer, mais dans un premier temps seulement, le constat de crise qui est si souvent dressé à propos de l'hôpital. L'abondance des études et des témoignages qui lui sont consacrés aurait à elle seule de quoi alerter le spectateur le moins vigilant. Il n'est pas de mois, pour ne pas dire de semaines, où ne paraissent quelques livres mettant en cause le fonctionnement des hôpitaux. Sur ce sujet qui concerne tout un chacun, l'hôpital est pour la plupart d'entre nous un souvenir, un recours ou une menace, et parfois les trois ensemble. Il semble que personne ne soit dépourvu de compétences. Ni ceux qui y travaillent et qui le connaissent donc de l'intérieur, ni ceux qui y ont été soignés et qui ont bien le droit de porter un jugement sur un système qui n'a finalement de sens que par le service qu'il leur a assuré, ni ceux qui y ont accompagné un proche et qui ont le sentiment d'avoir apporté leur concours à œuvre de soins, ni ceux enfin qui ont un avis autorisé sur telle ou telle des nombreuses spécialités, économie, droit, éthique, architecture, logistique et technologie de tous ordres qui concourent, à un titre ou à un autre, à l'édification et à la gestion de l'institution hospitalière. Toutes ces compétences s'additionnent, et parfois même se potentialisent. Le souvenir que garde un chirurgien lui-même opéré d'avoir été un temps soumis au pouvoir médical que d'habitude il représente, les témoignages d'infirmiers qui ont reçu des soins douloureux, de sages-femmes dont l'accouchement a été difficile ou bien de médecins hospitalisés dans des conditions pénibles ajoutent à l'évocation des inconforts et souffrances liées à l'hospitalisation la densité de ce cas de figure improbable, mais d'autant plus frappant qu'on pourrait appeler la révélation à des initiés. Au-delà de ces dénonciations récurrentes et en forme de cris, comme il convient dans un empire de la douleur, presque tout ce qui touche à l'hôpital est régulièrement remis en question. Ses missions, ses moyens et ses coûts, ses conflits internes, ses contradictions entre les impératifs de la gestion et les stratégies médicales, entre les soins de pointe et la menace nosocomiale, sa dramatique vocation pourrait-on dire, à incarner si bien le contraste entre des extrêmes. L'hôpital est en crise. Même les tentatives pour justifier l'institution, rappeler ce qui la fonde et redire les promesses qu'elle fait à ceux qui se confient à elle semblent ajouter encore à l'impression d'une sorte de répétition obsédante de cet éternel constat. Signe sans doute,
de l'écart infranchissable entre l'idéal qui est la raison d'être de l'hôpital et la réalité qui peine manifestement à en incarner le projet, signe également de cette tension permanente qui est peut-être, nous le verrons, constitutive de l'histoire même de l'hôpital. Institution et humanité, les termes du discours. Pourtant, malgré l'apparence, ce n'est pas l'hôpital dans son ensemble qui est réellement en cause. Les critiques et reproches qui lui sont faits sont autrement ciblés. De façon éminemment moderne, il vise dans cette énorme machine ce qui traduit son trop peu d'âme et ce qui souligne son intime contradiction. L'hôpital, pour les médecins, c'est la médecine, pour les malades, c'est la maladie. Et de fait, un observateur attentif constatera aisément l'existence d'un discours contemporain sur l'humanisation de l'hôpital, porteur d'une dialectique à succès née au début des années 70. La déshumanisation de l'hôpital et, plus globalement, de la médecine en général, alimente en effet la nécessité régulière d'en appeler à une urgente humanisation des procédures à l'œuvre dans le monde hospitalier. Il est clair d'emblée que cette demande d'humanisation est proportionnelle à l'inquiétude que suscite d'un côté la nature et l'évolution de l'institution, et de l'autre le développement d'une médecine qui de plus en plus tend à fonctionner comme une technoscience, à s'intégrer à une économie de marché et à une modernité qui modifie profondément la place, le rôle et le sens du corps, de la santé et de la maladie, de la vie et de la mort. Les conditions générales de la déshumanisation dénoncée sont déjà réunies en effet, dans tout ce dont l'hôpital est par nature le lieu. L'angoisse, la crainte du pire, la souffrance, le risque, la solitude, la menace. Thomas Mann avait noté dans La Montagne magique qu'un homme qui vit en malade n'est que corps, ce qui est anti-humain. Toute l'aventure singulière de l'hospitalisation en porte la marque. Elle oblige à s'acclimater à un lieu que l'on souhaiterait par-dessus tout quitter, à investir dans l'appropriation d'une étrangeté qu'a priori on refuse. En ce sens, l'hôpital, indépendamment de la qualité de l'accueil qui est mis en place, a tout pour apparaître comme le contraire d'un cadre naturel. Nous savons bien que sitôt la porte franchie, nous allons devenir des objets de la médecine. Malgré la promotion, certes enviable mais purement lexicale des malades en usagers, en patients ou en clients, se maintient pour l'entrant un statut d'assistance subie, d'acceptation plus ou moins contrainte de sa propre passivité, de soumission silencieuse à l'idéal glacé de l'organisation et de la science qui a irrésistiblement remplacé dans les temps modernes la charité et la miséricorde, les vertus affichées, ce qui ne signifie pas pour autant pratiqué par l'hôpital ancien. L'hôpital est de toute manière par essence un espace clos, destiné à couper du monde, à protéger l'intérieur de l'extérieur et inversement, l'un et l'autre étant tour à tour source de danger pour l'autre. Le propre et le sale, le pur et l'impur, avec leur déclinaison dans l'hygiène et la souillure, la protection et la contagion, la conservation et le déchet, créent le besoin d'un espace maîtrisé, quadrillé, simplifié et donc nécessairement inhumain, puisque conçu contre la maladie beaucoup plus que pour le malade. Adapté à l'action thérapeutique, le cadre même de l'hôpital est pensé pour une minorité ambulante plutôt que pour une majorité alitée, privée pour un temps d'environnement réellement vivant, d'un décor qui permette à elle et aille de rencontrer le profil familier des symboles de l'existence sociale, fût-ce simplement un désordre, un reste de la quotidienneté ordinaire tout à coup devenue délicieuse, un imprévu qui donne un peu de sens à l'attente languissante de la guérison. Même au statut des individus, l'hôpital apporte des changements majeurs en créant un monde multiple régi par un système hiérarchique et codé qui sépare avec soin médecins, soignants et patients, ces derniers étant de surcroît comme égalisés entre eux par la maladie. Ce qui semble rendre d'abord l'hôpital inhumain, c'est bien tout ce qui fait de lui un monde en soi à l'intérieur du monde. Et il s'affiche volontiers comme tel, régi par ses propres règles, et générant de ce simple fait une permanente et infinie demande d'humanité qui est par nature impossible à satisfaire. Au reste, il n'y aurait peut-être pas de vrai chemin vers la guérison sans cette perte momentanée des repères habituels, sans l'efficacité réparatrice d'un certain passage maîtrisé par l'inhumain. Déshumanisation et modernité, corps, santé et soins à l'ère de la consommation. Mais la déshumanisation de l'hôpital obéit aussi à d'autres conditions plus spécifiquement modernes, tenant aux avancées de la médecine, qui correspondent inévitablement à une mise à l'écart du patient et à une objectivation du corps humain.
Les progrès fulgurants de l'investigation biologique, de l'imagerie médicale par exemple, provoquent un bouleversement radical des modes d'approche du corps malade. Les progrès des techniques d'imagerie constituent l'illustration d'un phénomène sournois de mécanisation du corps, et ce réductionnisme technologique qui ramène l'être du patient à la perception iconographique et numérique d'un corps sur mesure, paramétré et immobilisé par les nécessités pratiques, tend à dissoudre le rapport clinique au corps vécu. Les avantages, offerts par ces techniques d'exploration de l'intimité corporelle sont si évidents qu'on en oublierait presque que la médecine est un art, et que l'hospitalité se doit d'être incarnée dans la chaleur d'une proximité. Le souci hippocratique, si humain, de connaître l'autre dans un colloque singulier semble s'évanouir à tout jamais dans l'hôpital hypertechnicisé, où les soins et l'aide offerte à des personnes tendent à se transformer en une sorte de réparation de corps-machine. Vient aussi s'ajouter à cette évolution ce qu'on a appelé une dissémination de l'exercice de la médecine hospitalière en une multiplicité croissante de spécialités, dont les effets rendent la relation de soins encore plus technique et encore plus efficace, mais aussi plus anonyme. On s'occupe de vous, dit-on en recourant sans y penser à un pronom indéfini énigmatique et cruel. La déshumanisation, ainsi toujours en marche, est encore aggravée par cette inéluctable logique de la spécialisation. Et dans le même temps, au-delà des murs de l'hôpital, le monde consumériste travaille au renforcement de l'anonymat et crée des conditions de plus en plus conformes à ce qu'Ivan Illich avait appelé « le masque sanitaire d'une société morbide », dans laquelle, disait-il, l'entreprise médicale menace la santé. D'un côté, ce n'est plus tout à fait le même corps que le malade confie à l'hôpital. Il est devenu aujourd'hui un ustensile du bonheur, un objet essentiel du souci de soi et de la quête de perfection, un hypercorps, et il est conçu comme susceptible d'être rectifié, réparé, amélioré ou reconstitué presque à l'infini. Le malade qui le détient l'apporte à l'hôpital, ou au cabinet de son médecin, comme un article endommagé dont il demanderait la remise en état, sur le modèle d'un produit encore sous garantie du monde de la consommation, celle-ci étant à présent, comme l'on sait, la référence ultime. L'hôpital tend à devenir, en ce sens, une sorte de service après-vente de la maternité. D'un autre côté, en effet, la santé n'est plus pensée comme étant donnée par la nature, mais comme le résultat d'une bonne maintenance ou d'une construction à partir d'un capital santé, selon un langage en honneur dans les sociétés d'assurance et les institutions financières. Elle dépend avant tout d'une médecine performante et elle passe par la consommation de produits dits naturels, qui sont en réalité de savants artifices destinés à satisfaire des convictions ou des obsessions alimentaires tout aussi artificielles, créés de toutes pièces pour produire des profits, ainsi que par le culte de la forme physique, célébré par la mode envahissante du fitness. Elle est donc lentement devenue un bien de consommation. Le patient est usager de la médecine et sur le même modèle il est, ou il sera, usager de l'hôpital. Les enjeux économiques et sociétaux interfèrent avec les enjeux médicaux et même ils les conditionnent. Consommateur à tout âge, l'homme moderne a besoin d'être soigné du berceau jusqu'au lit de mort. En ce sens, il ne naît plus seulement à l'hôpital, où de plus en plus il meurt, mais il naît pour l'hôpital. Dès lors, la demande infinie qu'il lui adresse comme à une institution mère, l'hôpital d'ici et de maintenant ne pourra jamais la satisfaire pleinement, et tout déficit sera inhumain. Et de fait, plus la médecine entre dans un processus technique et économique incontrôlable, plus on est amené à constater une inflation du discours humaniste qui en appelle de manière auto-référentielle à des valeurs fétichisées, issues de la pensée judéo-chrétienne et de la triste vacuité de la moraline, pour reprendre l'expression célèbre de Nietzsche. On n'a jamais autant parlé en ce sens, comme pour faire contrepoids à l'hôpital déshumanisé, de respect, de compassion et d'accompagnement. L'endurcissement cynique de sujets qui sont de plus en plus régis par le principe de l'autoconservation s'accompagne dialectiquement d'un discours compassionnel et pathétique qui est exactement inverse, comme l'a bien vu Peter Sloterdijk. Telles sont l'âme d'un monde sans âme et l'illusion d'un monde sans illusion, selon la formule de Marx. Il est clair que cette demande d'humanisation est en réalité à son propre service. Sa fonction est performative. Parler, c'est déjà faire, comme si, d'une façon magique, l'existence du discours pouvait dédouaner, légitimer, faire coïncider immédiatement le devoir-être et l'être. Le constat est tout autre.
Cette dialectique de la déshumanisation ne représente que ce que Hegel nomme un mauvais infini dans un processus qui ne peut que s'auto-reproduire, à vide. Le constat d'échec dans ce cas est bel et bien programmé et déjà patent. On peut alors se demander comment il est possible de sortir de cette forme de dialectique. L'idéologie consiste, ainsi que l'avait noté Althusser, à construire la question qui convient à la réponse pratique qui est déjà donnée. En ce sens, penser, c'est toujours faire et au total rester assujetti aux pratiques sociales. Si les solutions, ou leur absence postulée, existent déjà dans les cartons de la cité comme le pensait Bergson, il reste simplement à identifier les problèmes qui correspondent à ces solutions. L'effort du philosophe est d'une autre nature. Il s'agit d'abord de construire l'espace de la problématique sans que l'on sache par avance si la solution existe, comme dans les dialogues de Platon qui se révèlent finalement aporétiques. Faisons donc l'effort de construire le problème tel qu'en lui-même. Humaniser l'hôpital suppose l'existence de plusieurs propositions implicites qui se révèlent vite contradictoires, comme dans une médiocre axiomatique. S'il faut humaniser, c'est qu'en bonne logique, l'humanité s'est perdue, ou à tout le moins une part d'humanité. Mais l'humanité en tant que telle, peut-elle se perdre ? La proposition est en fait éminemment contestable. Même dans les situations extrêmes, il subsiste un fragment ou une étincelle d'humanité. Ce fut le cas, par exemple, dans les camps de la mort, en dépit du projet explicite de destruction de l'humain engagé par les nazis dans la solution finale. C'est ce qui permet de comprendre les titres des livres de Robert Antelme, L'espèce humaine, ou de Primo Levi, Si c'est un homme. Un geste de générosité, la récitation d'un poème, un lever de soleil contemplé dans l'horreur même, aussi rares qu'ils aient pu être, constituent pourtant les fragments minuscules où l'humain s'est réfugié. C'est que l'humanité est un devenir, une idée qui, dans l'histoire et dans le processus d'humanisation, s'est assignée un ensemble de droits et des modalités d'existence, éducation et transmission d'une culture. En ce sens, l'humanité est à la fois rien, indisponibilité de l'essence comme par exemple dans la nudité originelle du mythe prométhéen, c'est-à-dire néant d'être comme chez Fichte ou Kant, et tout, création historique de soi par soi d'un être appelé à devenir ce qu'il est. Dans les faits, l'humanité n'est qu'une espèce placée dans une grande proximité tant génétique que comportementale avec les autres anthropoïdes, qui a lentement instruit un processus d'humanisation. En droit, elle est une idée, une construction symbolique, qui ne se soutient en fait dans l'affirmation du genre que de la création continuée de formes symboliques et de leur transmission, paideia. Mais s'il faut humaniser, c'est que quelque chose de l'humain s'est pourtant perdu ou risque de se perdre, ce qui, on l'a vu, est éminemment problématique. Un processus sans sujet, l'interpellation médicale du sujet. Nous formulons ici une hypothèse tout à fait différente, celle que le monde de l'hôpital n'est en tant que tel, ni humain, ni inhumain, ou déshumanisé, car il fonctionne en fait comme un processus sans sujet, en lui-même parfaitement indifférent à l'humain. À ce titre, il faut paradoxalement adopter une méthode d'analyse anti-humaniste, comme le meilleur outil pour analyser l'hôpital et son fonctionnement, ce qui ne préjuge en rien d'un véritable humanisme pratique, bien au contraire. Selon la formule bien connue d'Althusser, l'idéologie a une fonction des interpellation de l'individu en sujet. Ainsi l'interpellation policière qui amène l'individu à se retourner vers l'autorité dans l'injonction de la loi, le constitue en sujet juridique. De la même manière, l'interpellation économique sous ses différentes formes, le marketing, la publicité, le monde du spectaculaire, fait d'un individu un sujet économique, véritable entrepreneur de lui-même, régi par l'intérêt et la logique du profit. Et ce sujet est dès lors amené à se tourner vers les conduites conformes aux normes consuméristes de la logique marchande. Compulsion d'achat, culte de l'apparence. La médecine, par son intégration à un système sanitaire global, fonctionne elle aussi comme un processus idéologique d'interpellation de l'individu en sujet malade ou sain. Chacun est ainsi invité à se tourner vers les comportements adéquats déjà évoqués, comme les régimes alimentaires, la production d'un hypercorps performant, sain et bronzé, mais également les conduites sexuelles protégées, etc. L'individu est interpellé par un discours médical idéologique qui le conduit peu à peu à devenir un sujet producteur de lui-même, de son capital de santé, aux fins de maximiser sa longévité et ses performances,
double avis médical sur Internet, consommation de médecines alternatives, etc. S'il tombe malade, il ne peut plus qu'entrer dans une logique réparatrice, celle de la machine à guérir de l'hôpital, confronté à la nécessité d'éradiquer le plus possible les dysfonctionnements, souffrances, maladies, voire de tenter de repousser la mort. Une culpabilité sournoise et diffuse ne peut alors qu'apparaître. S'il y a dysfonctionnement et perturbation de mon organisme, c'est que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, excès alimentaires, alcool, tabac, ou que je n'ai pas fait ce qui était pourtant attendu, régime alimentaire, sport, attention portée au corps, etc. Humanisme et cynisme médical. On assiste ainsi au paradoxe d'un système sanitaire qui produit une demande exorbitante, l'hypercorps et la santé parfaite, et qui se révèle au final anxiogène et producteur de pathologies. À force de vouloir être en bonne santé, à force d'être exposé à tous les mirages normatifs et spectaculaires de l'exigence biomédicale, on finit en réalité par devenir malade. Dépression, anxiété, refuge dans les comportements inverses, alcool, tabac, drogue. Vouloir être heureux finit par rendre malheureux, comme en font les autres ou ce que j'en perçois. Plus globalement, une part essentielle de l'hôpital et de la médecine est consacrée à traiter ce que le système engendre lui-même 23, encaissant de la main gauche ce que sa main droite produit et favorise. Il suffit de penser aux maladies cardiovasculaires d'un côté, et à la consommation alimentaire de l'autre, cyniquement dirigée vers des produits saturés en graisse et bon marché. On répare en somme ce que l'on a sciemment produit, selon un système de double profit. Pensons aussi au vaste marché des anxiolytiques, des antidépresseurs et des amphétamines en tout genre, destinés à adapter le psychisme humain à une flexibilité et à une incertitude économique et historique sans cesse accrue. Économiquement, il y a intérêt à laisser agir les causes dont les effets sont si rentables. C'est tout le paradoxe d'une médecine favorable au système des maladies. Ce processus sans sujet s'entend d'abord du fonctionnement du marché qui, dans l'idéologie libérale dure du monde actuel, est supposé d'une part s'auto-réguler, au nom d'une mythique théorie de l'équilibre du marché, et d'autre part s'accompagner d'un fonctionnement minimal de l'État. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. L'humanisme, à teneur néo-kantienne ou judéo-chrétienne, si présent dans les discours contemporains, masque mal la dure loi du réel économie. Et les faits sont têtus, refus de nombre de médecins de recevoir des patients ne disposant que de la CMU, tarification des actes médicaux, manque criant d'infirmiers et d'aides-soignants, nécessité d'assurances complémentaires, coût exorbitant des soins médicaux avec la technologie qu'ils supposent, crise grave de la société assurantielle mise en place à la Libération. Le cynisme de l'échange, c'est que des biens sont impliqués dans l'échange économique qui ne peuvent pourtant pas totalement s'assimiler à des marchandises. Ainsi du corps humain et de ses organes en vente sur Internet, ou bien des soins vitaux. Comme le montre Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, la personne humaine a une dignité qui vient de ce qu'elle est une fin en soi, et à ce titre jamais réductible à un moyen. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.